Merci beaucoup à ces trois intervenants qui nous ont donné des éclairages très différents les uns des autres, mais très enrichissants. Merci aussi de ces petites mises en cause du pouvoir médical que nous essayons de vivre différemment au sein des soins palliatifs, puisque le maître mot de soins palliatifs, c'est l'interdisciplinarité, ce que nous essayons de vivre tous les jours. Et puis merci à toutes vos questions qui vont venir en masse pour faire vivre le débat. Donc il y a des micro-baladeurs là, questions. Voilà, donc vous levez la main si vous avez des questions à poser et on va essayer de distribuer la parole entre vous et les intervenants. Gilles, as-tu une question en attendant que le micro se mette en place? Une question pour Brigitte. On va commencer. Effectivement, on a bien compris qu'il y a cette histoire d'ambiguïté entre curatif et palliatif, entre choisir le cure et le care. Et est-ce que justement, en fait, cette ambiguïté n'était pas un manque de projet médical pour le patient? Je dirais pas un manque de projet médical, mais plutôt un manque de communication entre les soignants et les médecins. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les soignants n'osent pas aller parler aux médecins par rapport à une évolution. Ils utilisent, pour mon cas particulier, pour une fois, ils m'avaient mis en intermédiaire parce qu'ils n'osaient pas. Et elle est venue me dire, mais Brigitte, tu peux aller dire ça au médecin. J'ai dit non, c'est toi qui vas aller me dire. Et du coup, on y a été ensemble et c'est elle qui a été parlée. Mais je me rends compte que nos collègues soignants sont un petit peu frileux pour aller parler aux médecins et pour pouvoir échanger. À partir du moment où on a ouvert la parole circule très très bien et il y a un échange et une écoute et une compréhension entre chacun. Bonjour, je me lance. Donc, je suis médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs des hôpitaux du Léman, donc près de la Suisse. Il est intéressant aussi d'avoir notre vision, même si je reste française. En tant que médecin d'équipe mobile de soins palliatifs, j'interviens au niveau des identifiés de soins palliatifs qui sont dans le service de gastro-entérologie. Bon, je suis gastro-entérologue de formation, j'ai fait plusieurs diplômes, dont le diplôme de soins palliatifs. J'étais avant référente en gastro et LISP. Et du coup, après, j'ai basculé, enfin, j'ai changé de voie. Quand vous parliez, Madame Hérisson, de la souffrance, des émotions du personnel des services où sont les LISP, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'elles sont quand même reçues souvent une formation de sensibilisation aux soins palliatifs que l'on donne dans l'hôpital ou par notre intervention, elles connaissent pas mal de choses. Et que la vraie souffrance, elle n'est peut-être pas toujours du côté du temps, du passage du curatif au palliatif, mais plutôt, cette souffrance vient plutôt de nos collègues, malheureusement, qui ont une vision un petit peu rapide des patients, qui n'ont pas toujours envie de les mettre en lit, identifiés de soins palliatifs. Alors quand ils sont un petit peu trop embêtés, ils nous demandent d'intervenir. Bon, j'ai l'avantage d'être passé du curatif au palliatif, donc d'être connue aussi au niveau curatif, donc j'ai des bons rapports avec mes collègues. C'est toujours un peu difficile, du coup les infirmières mettent la pression par rapport aux médecins, enfin elles se permettent de le faire, parce qu'elles trouvent que, avec justesse, que certains examens complémentaires prescrits ou certains traitements sont disproportionnés, et quand on intervient, du coup on a vraiment la possibilité de convaincre, de faire au mieux pour les patients. On a une très bonne relation avec elles, mais du coup elles se retrouvent un petit peu en décalage avec effectivement de temps en temps avec les médecins du service et la cadre qui n'est pas du tout intéressée par les soins palliatifs, qui représente quand même un obstacle non négligeable. Merci pour votre témoignage. Et essayez de faire des questions assez courtes pour que la parole puisse circuler. Brigitte. La réponse, effectivement, la réponse de tout notre travail actuellement partout,
c'est de favoriser, de faciliter les réunions pluriprofessionnelles. À partir du moment où on aura mis en place toutes ces réunions, il y aura beaucoup plus de facilité par rapport au projet de soins du patient. Monsieur, vous m'entendez? Bon, Hippolyte Saint-Nazaire, donc je suis médecin dans un service où il y a 3 médecins palliatifs, dont je suis le responsable. Et je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, quand on arrive à se parler des choses vont mieux, le problème c'est l'organisation et la dérive et le risque de l'hôpital actuellement, et qui fait que on a de moins en moins de personnel et on a de moins en moins de temps. Et moi je vois dans mon service, on avait une réunion qui était hebdomadaire, où justement on a vu revenir les informations des aides-soignants, des infirmières, et des discussions qui pouvaient être déclenchées sur les fins de vie des patients, que ce soit par l'infirmière, par le médecin ou la cadre. Et actuellement, on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire parce que les temps de transmission étaient réduits, parce qu'on a une infirmière de moins l'après-midi, une infirmière de moins le matin, et ça se fait au détriment justement des soins palliatifs. On essaie de prodiguer le mieux possible. On essaie toujours de prodiguer le mieux possible, mais avec des difficultés croissantes. Merci. Quelqu'un pour répondre? Alors, une question au fond là-bas, une dame en vert qui lève le bras. Oui, Godefroy, en attendant que le micro arrive à la dame en vert. Vas-y. Godefroy, je suis médecin dans une équipe de soins palliatifs territoriale. C'est une question à Karine Le Gallou. Merci beaucoup pour votre éclairage et votre expérience sur les référents et l'ISP. Vous n'avez pas beaucoup développé, ou j'ai pas entendu ce qu'il était dans votre expérience de l'importance de la reconnaissance institutionnelle. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Comment c'est reconnu, votre défini reconnu ou pas dans l'histoire, votre place de référent? La reconnaissance institutionnelle, je ne sais pas si elle est reconnue. Je crois que malheureusement, tous les infirmiers référents n'ont pas cette reconnaissance. Ça s'appelle, je ne sais pas ce que je crois, et on se bagarre pour ça aussi. Donc c'est vrai que non, institutionnellement, je ne sais pas le dire. C'est de la reconnaissance pour moi, mais c'est déjà ça. Mais c'est pas institutionnellement, non. Oui, parce que la mutuelle qui me dit à Longjumeau, je rebondis sur Madame Hérisson et sur l'infirmière de Richard. Le premier cas, vous avez dit, très bien vécu, l'infirmière qui dit qu'est-ce qu'on fait, elle sent qu'il faudrait faire une démarche génétique, et le médecin qui dit bon, les sondes, et puis on est dans une savoir médicale. Moi je pense que dans comment l'infirmière peut transmettre au médecin, c'est capital. Si elle dit qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas, le malade souffre trop, le médecin est renvoyé à sa connaissance curative ou à son côté déni. Si elle dit on a été au palier 2, il faudrait un peu de clément, ou je te propose qu'on appelle une produit, ça va être tout ça. Mais comme a dit la Hérisson, oser lui dire très récemment à Longjumeau, on a eu un cas pour un peu législatif, et les infirmières lui disaient on en poursuit pour faire quelque chose qu'on sera instable, etc. Quand on en parlait à l'infectiologue, il a dit pourquoi elle ne le dit pas. Donc l'équipe mobile est beaucoup celle qui fait verbaliser les questions concrètes, vous l'avez dit, mais le changement de mots. Alors, à un réanimateur, je ne vais pas lui dire au niveau psychologique, et on y va soudain, etc. Je vais lui dire, il y a une séquence respiratoire à temps, et et je crois qu'il y a un mot capital dans la formation, c'est au lieu de dire je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, l'infirmière ou l'aide-soignante encore plus que ça, une difficulté à le dire, c'est lui dire si tu observais que le VA est salué, que tu as une idée, etc., elle propose une solution au médecin qui ne l'a pas. Ça va être simple, mais ça fait des années que la loi qui a Pour revenir sur la situation que j'ai présentée tout à l'heure, l'infirmière avait vraiment porté son regard très juste sur le patient et a demandé, effectivement, elle a demandé est-ce que c'est possible de faire intervenir l'équipe mobile? On lui a répondu non. Donc c'est vrai, c'est comment après on aide ses collègues qui se retrouvent face à un défi à pouvoir avancer. La stratégie qu'on a mise en place, effectivement, c'était d'abord de s'appuyer
sur l'observation et les transmissions. Donc elles ont travaillé avec leur collectif ensemble. Toutes elles ont marqué les transmissions. C'était flagrant quand on regardait les transmissions infirmières. Elles avaient toutes la même observation du patient. On avait des algoplustes à 5 sur 5 à peu près toutes les 2 ou 3 heures remarquées. Et c'est vrai que malgré ça, là, dans ce cas de figure, ça a été compliqué. Ça a fini par avancer un petit peu, mais ça a été compliqué. Donc oui, c'est très juste. Le rôle des équipes mobiles, c'est d'aider à verbaliser et à permettre cette médiation et que les infirmières s'autorisent à parler au médecin. Mais parfois, c'est vrai que les infirmières ne s'autorisent plus au bout d'un certain temps, quand elles sont prises régulièrement des réponses aussi sèches comme ça. Il y a un moment, il y a une impuissance, et puis peut-être la problématique des infirmières, c'est de ne pas assez savoir s'appuyer sur leur propre collectif et communiquer entre elles. Et comme le soulignait le monsieur tout à l'heure, c'est juste aujourd'hui, le temps de parole, il est très réduit. Donc même le temps de transmission est extrêmement réduit, donc il y a peu d'échanges autour de ça, qui n'aident pas à construire ce collectif. Madame. Isabelle Quentin, je suis responsable de l'équipe de soins palliatifs au hospitalier public du sud de l'Oise. Et je voudrais revenir, je suis oncologue de formation initiale, mais ça fait plus de 20 ans que je suis en soins palliatifs. Je voudrais revenir sur les RCP comme modèle paternaliste, parce que nous avons mis en place depuis un an, sur le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, une RCP de soins palliatifs. Alors, est-ce que tout le monde sait bien ce que c'est que la RCP? La RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire avec une définition très précise réalisée dans le plan cancer et dans le cadre de l'INCa, donc qui va permettre de déterminer une stratégie thérapeutique pour un patient en cancérologie. Donc on a mis en place une RCP de soins palliatifs ouverte, mais encore un peu trop médicalisée à mon goût, mais les infirmières sont les bienvenues, les cadres de santé bien évidemment aussi. Après c'est un problème d'organisation et de disponibilité, mais ça vous en avez déjà parlé. L'intérêt, c'est d'essayer de modifier, de transformer ce modèle paternaliste en étant comme, je dirais, comme c'est nous les référents de cette RCP, c'est-à-dire les gens des soins palliatifs, en essayant de favoriser cette démarche palliative et un autre regard sur les patients. Je trouve que ça fait depuis plus d'un an, on n'a pas encore fait une évaluation officielle, il faudra qu'on la fasse, qu'on la présente, ça prend du temps, mais je trouve que les regards changent progressivement. On ouvre maintenant cette RCP à tous les établissements de soins de suite qui peuvent avoir des listes sur le territoire. C'est vraiment une occasion d'avancer dans cette démarche palliative et de dépasser le modèle paternaliste pour redonner la parole au patient. Merci pour ce témoignage. Mireille. Oui, il y a quelqu'un avant. Bonjour. Je suis médecin en unité fixe en ville soins palliatifs de Reims et je m'occupe un petit peu d'un groupe de travail mixte au sein de l'établissement. Et nous avons une spécificité concernant l'infirmière référente d'identifier soins palliatifs sur une des structures du CHU, qui est une structure de taille humaine, qui fait qu'on a pu inclure notre infirmière dans un roulement avec les deux infirmières des équipes de soins palliatifs. Et ma question, c'est pour Madame si vous avez une expérience, une réflexion concernant la prise de recul de cette infirmière référente identifiée soins palliatifs dans le lien avec l'équipe mobile ou d'autres possibilités, je ne sais pas si c'est des réflexions avec d'autres référents. Comment cette infirmière se ressource à un moment donné, si c'est elle qui porte un peu seule face à toute une équipe, toute sa démarche de culturalisation. Bon, déjà le fait d'être à deux déjà est même plus facile. C'est vrai que seul, voilà, c'est très beau. Donc depuis qu'on est tous les deux, voilà, on peut échanger. Après, c'est les échanges aussi à l'extérieur. Hein. Il faut dire que l'équipe mobile de soins palliatifs, qui est à l'hôpital de Vannes, n'intervient pas dans notre établissement. Donc voilà, donc, nous n'avons pas de lien
Sauf qu'on a eu des visioconférences dernièrement aussi. Et c'est vrai que les styles mobiles ayant déjà une charge de travail n'intervenaient pas dans notre établissement. Donc on a démarré un petit peu. Oui, simplement par rapport à la réflexion tout à l'heure de la prise en charge de la douleur. À l'heure de la certification, je pense que c'est Mireille Pérignon à Lyon, à l'heure de la certification, on voit des groupes de travail, notamment sur le droit des patients et peine de vie, prise en charge de la douleur. Alors c'est vrai que ce serait très dangereux aussi de voir qu'on glisse sur nos missions et que la prise en charge de la douleur concerne tous les professionnels et au-delà dans un établissement. Et je pense au plus. De la même façon, commission, respect des droits des patients. Lorsqu'on évoque ce cas de ce patient un petit peu échoué, non connu, c'est vrai que ce n'est pas une infirmière qui peut tout porter. Donc, nous travaillons beaucoup sur le fait de participer à des groupes de travail institutionnels pour avoir des leviers. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on puisse penser qu'une équipe mobile peut être dans la toute-puissance de régler tous les problèmes des institutions. Il va falloir développer des synergies. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a un très gros travail à faire pour le coup avec les listes, hein. Ça c'est indéniable. On voit à Bichat, en fait, on a un certain nombre de listes, mais on voit que c'est compliqué. Enfin, le travail en lui-même de fond avec les listes, il ne s'est pas fait jusqu'à aujourd'hui, honnêtement. Je crois qu'il ne s'est vraiment pas fait. Effectivement, il y a des médecins référents listes, mais on a pu voir une situation. Pourquoi ce médecin référent liste, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la personne la plus réfractaire. Mais du coup, on a pu retravailler aussi avec les infirmières dans ce service, par exemple. Les infirmières, en 5 ans, c'est la 3e équipe qui tourne. C'est-à-dire qu'ils ont renouvelé l'équipe 3 fois, donc il y a un problème de fond indéniable qu'on ne pourra pas travailler. Là, la piste de travail qu'on a pu développer en parallèle, il y avait d'un côté le soutien effectivement de l'infirmière, des collègues infirmières, il y a celles qui interpellent, mais les autres étaient exactement dans la même problématique. C'était de dire, bon, il va falloir que vous ayez un infirmier référentiste parce que du coup, il n'y en a plus dans ce service. Et là, il y a vraiment quelque chose à se ressaisir et à partir de là, de savoir comment on va retravailler ça. Donc c'est vraiment le travail de partenariat. C'est vrai qu'on a un projet sur Bichat d'accueillir, il n'est pas encore mis en œuvre, hein, mais que tous les infirmiers référentalistes viennent tourner un peu avec l'équipe mobile de soins palliatifs. Parce que ce sont des relais dans les services. Et c'est vraiment ça qu'il faut chercher à développer, tout à fait. En attendant que le micro arrive à madame, je sors de mon rôle et une remarque. Karine a dit qu'il faut du temps. Il faudrait comprendre les directeurs que la rotation des équipes, c'est peut-être bien, mais en soins palliatifs, c'est pas terrible. Il faut du temps pour des liens de confiance et d'initiative s'établissent. Bonjour, Frédéric Guérinois, je travaille en unité de soins palliatifs sur Paris. Moi j'ai une question pour Brigitte, parce que Brigitte nous a dit dans les stratégies positives, le premier point que tu as cité, c'est de travailler sur la base sur la base du volontariat. Alors, autant en unité de soins palliatifs, quelque part, c'est un moteur essentiel pour nous dans le recrutement du personnel. Maintenant, aujourd'hui, en termes de l'identifier soins palliatifs, si vraiment c'est un moteur essentiel, comment, d'un point de vue du fonctionnement, d'abord, est-ce que c'est réaliste et est-ce que dans le fonctionnement des lits identifiés, on peut avoir une vision où 90 ou 100% du personnel qui travaillerait en lit identifié le ferait sur la base du volontariat? Ça a été un des points qui a été transmis dans les questionnaires, mais effectivement, c'est un petit peu irréaliste en sachant que certains services n'ont que 1 ou 2 lits et donc le reste, ce sont des soins curatifs. Et elles ont très bien dit aussi qu'elles s'adaptaient et qu'elles savaient aussi très bien faire la part des choses. Alors c'est vrai que le volontariat va aider pour s'adapter à cette conciliation, mais c'est difficile de pouvoir le penser dans tous les unités, dans tous les services. Bonjour, je suis médecin à l'hôpital de Dinan, dans un service où il y a 4 scientifiques soins palliatifs, donc je suis la référente. Et tous ces échanges m'interpellent un petit peu et je me dis, est-ce que dans les difficultés de fonctionnement des listes, il n'y a pas à la base
même dans l'attribution des listes. Et je pense que les listes doivent être mises en place dans les services où il y a vraiment un réel projet de service pour avoir ces listes. Et je pense que à la base, peut-être qu'il y a eu l'attribution de listes dans des unités où il n'y avait pas un réel projet de service, un réel investissement des professionnels. Et quand on dit les professionnels, c'est tous les professionnels, pas que les médecins. Et que je pense que quand il y a des listes qui se créent dans une unité qui a envie, c'est quand même plus facile et ça fonctionne mieux, je pense. Je vous recommande d'aller consulter sur le site de l'ASFAP les recommandations de l'ASFAP pour les listes. D'accord. Peut-être je me demandais ensuite, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle du soin palliatif en général? Parce que la narration que vous avez écrit et que l'on vit tous dans nos établissements, quels qu'ils soient, c'est la place en fait, du patient en fin de vie dans un service en général de chirurgie, de médecine. Et il me semble fondamental, et je rejoins ma collègue là, qui est intervenue juste avant moi, de bien repréciser c'est quoi le lit identifié de soins palliatifs par rapport à quelles sont ses spécificités, ses missions, quelles sont les... Enfin, il y a eu des recommandations de l'ASFAP. Quand je vois que par rapport à la journée de l'année dernière, j'ai l'impression voilà, qu'on revient un peu quelques années en arrière. Moi, je sais qu'il faut du temps. Donc, le concept de l'identifier à maintenant 15 ans, on en parle un petit peu plus peut-être depuis 3-4 ans, et il me semble fondamental de ne pas qu'il y ait confusion, car en Bourgogne, on parlera en début d'après-midi, eh bien, j'imagine que dans vos régions et dans vos zones respectives, il y a encore confusion, y compris parmi les acteurs de soins palliatifs, qui disent on n'a pas lui identifié, donc on ne peut pas faire de soins palliatifs. Donc je crois qu'il faut redéfinir les choses et bien repartir de cette strate qui est le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3, qui est donc l'unité de soins palliatifs. Merci. Moi, je suis psychologue dans un service où il y a des lits d'identification génétique. Et je travaillais auparavant dans un réseau pour palliatif à domicile. Donc j'ai fait un peu le parcours avec les intervenants tout à l'heure, parce que du 100% sur palliatif pour aller vers une liste. Et du coup, je me pose aussi beaucoup de questions. Et par rapport à l'exemple que vous proposiez tout à l'heure, où l'infirmière se retourne vers le médecin pour lui banquer ce qu'on fait, et je trouve qu'on est encore dans justement ce modèle paternaliste, où c'est que le médecin qui peut faire quelque chose. Et je trouve que là où c'est dommage, c'est que peut-être que ça peut se poser en stade, finalement, cette question. Là où il y aura peut-être le cadre, là où il y aura peut-être la psychologue, ou le psychologue du service, ou les aides-soignants, qui vont pouvoir aussi donner des éléments. Et je pense notamment à un exemple qu'on a vécu récemment dans le service, où un infirmier, en tête-à-tête avec le médecin, n'obtenait pas de réponse, parce que le médecin était en difficulté. Et dans le cadre du staff, finalement, je ne sais pas, peut-être porté par le fait que ça soit posé en stage, le médecin s'est mobilisé et a trouvé une solution face à la question de l'infirmier. Alors effectivement, c'est très frustrant pour l'infirmier qui a posé 4 fois la question avant, mais peut-être que c'est aussi en s'appuyant sur l'interdisciplinarité et sur ces espaces de parole existants qu'on peut aller vers justement sortir de ce modèle paternaliste. Parce qu'on a beau dire, effectivement, les médecins tiennent peut-être ce modèle, mais on les appelle aussi de ce côté-là en leur demandant des réponses quand on n'a pas de réponse. Et peut-être que les médecins n'ont pas toujours les réponses non plus, et qu'il faut les aider à savoir qu'ils n'ont pas toujours les réponses tout seuls. Enfin voilà, un petit peu mon observation. Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Et c'est vrai que la problématique de cette situation, je l'ai présentée de façon très courte. On n'a pas tous les éléments et tous les aboutissants, mais oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un travail pour qu'il y ait du collectif. Ensuite, elles ont fait une réunion, effectivement, elles ont sollicité une réunion. Quand j'aurais j'aurais demandé si elles pouvaient s'appuyer sur leur cadre de santé. Elles m'ont toutes regardé malheureusement avec un petit sourire en coin en disant que dans cette situation-là, non. Donc voilà, il y a des endroits qui restent très archaïques. C'est ça aussi qui est compliqué, parce que là, je nomme ce lieu-là, ce
service-là, et déjà, il y a quand même beaucoup de services, il y a ce service-là qui s'est présenté de façon très archaïque dans cette situation, alors que j'intervenais pour un autre patient dans le même service, enfin l'équipe lui intervenait pour un autre patient dans le service, très différemment, donc ça interpelle. Et puis il y a des services où ça ne se passe pas du tout comme ça, et il y a des services où ça se passe comme ça, encore, aujourd'hui. C'est ça aussi, c'est difficile, ouais, c'est difficile, parce que des fois on fait des grands écarts, on passe d'un service où la prise en charge multidisciplinaire, interdisciplinaire, il n'y a pas de problème, on peut se poser, on se pose en staff. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est très compliqué aujourd'hui de poser des staffs soignants. Enfin, la structure, ils font beaucoup de staffs médicaux, mais les staffs soignants, c'est, les cadres nous sollicitent pour que ça puisse exister dans leur service aussi. Et faire intervenir peut-être les disponibles au tout début de leur staff soignant. Enfin, il y a vraiment des grandes disparités au sein même de certaines structures. Alors, heureusement, c'est pas partout comme ça, quoi, mais c'est une réalité heureusement. Une dernière question. Madame, là. Oui. Question. Marie-Noël Descartes, je suis cadre à la cellule d'animation nationale pour le développement de Bretagne. J'avais une question pour Karine, qui connaît un petit peu. Vous nous avez présenté le référent médical. Vous n'avez pas du tout parlé du référent médical. Est-ce qu'on pourrait faire des liens sur la présentation que vous avez fait vers ce que peut être un référent médical? Et puis surtout, comment vous travaillez avec un référent médical? Ce qu'il y a, c'est que le référent médical est aussi le médecin d'hospitalisation du service, c'est-à-dire qu'elle voit les patients tous les matins et elle consacre 2 après-midi sur les lits identifiés. Donc c'est vrai que c'est déjà un confort aussi pour tout le monde, je pense, pour l'ensemble de l'équipe. Volontairement, non, c'était le référent infirmier pour l'implémentation. Avec elle, donc ce qu'elle en tire des avantages aussi. Nous travaillons quand même en binôme, et je tiens vraiment à garder ça parce que voilà, ce sont des temps privilégiés. Je dirais qu'il manque certainement du temps, et que ce binôme manque du temps quand même. Le temps de se poser, et ça, malheureusement, voilà, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que ça nous demande aussi à nous d'être très autonomes en tant qu'infirmière. Il y a une relation de confiance aussi qui s'est installée, et ça fonctionne. Bien, excusez-nous, les contraintes de temps sont telles que nous allons arrêter ce débat. On va demander à Gilles peut-être de dire un mot de conclusion ou son ressenti après ces échanges. Je commencerai juste par une petite boutade pour Sophie. J'ai bien compris dans sa présentation, l'infirmière était un outil. Eh bien, figurez-vous qu'une des pionnières de la profession infirmière disait bien que, référence à Léonie Chaptal, que l'infirmière était le prolongement du bras du médecin en étant la médecin. Alors aujourd'hui, heureusement, dans les informations, j'ai entendu qu'il y avait des robots maintenant pour les chirurgiens. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire avec les infirmières. Merci pour ce très humour. Donc on avait compris que les lits d'identification palliative étaient une organisation qui effectivement changeait quand même les pratiques dans le cadre des soins palliatifs. Et moi j'ai noté, je rebondirai un petit peu sur les 2 interventions qui ont été faites et qui ont été applaudies et soutenues, c'est que ce soit dans l'ambiguïté curative palliative, que ce soit dans le projet de soins palliatif et la place du référent de l'identification palliative, il y a quand même un point commun, c'est effectivement la nécessité d'un projet de service peut-être clair et mieux défini, qui permettrait effectivement d'impliquer les soignants dans une logique de concertation, une logique d'interdisciplinarité, une logique de formation, une logique de solidarité aussi. Je pense que c'est important. Je pense que les identifiés sont aussi un moyen pour mieux favoriser la solidarité entre les soignants. Et que si l'équipe mobile de soins palliatifs est un projet institutionnel, je pense, et je vois moi dans mon institution, que le projet d'identification palliative, c'est vraiment un projet de service.
Merci.